Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais continuer avec la correction du concours de EAMAC de 2023 pour le cycle EAC. Je vais déjà faire l'exercice 1 que vous allez retrouver sur la chaîne YouTube. Je vais mettre le lien dans la description de la vidéo. S'il vous plaît, pour les gens qui sont abonnés à la chaîne YouTube, on a remarqué ces derniers mois qu'il y a plus de 80% de personnes qui suivent les vidéos mais ne s'abonnent pas. Donc je vous invite, si vous êtes nouveau, si vous écoutez la chaîne YouTube mais que vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à vous abonner pour aider la chaîne à bien évoluer et aider les autres personnes à retrouver le contenu sur la chaîne YouTube, surtout pour les personnes qui préparent le concours de EAMAC. Partagez également la vidéo et n'hésitez pas à commenter. Donc, on va continuer sur l'exercice 2 aujourd'hui. Comme je disais, cette année, je trouve que l'épreuve était vraiment abordable. Et donc, pour l'exercice 2, on veut calculer le déterminant d'une matrice de taille 4. La matrice est déjà là, donc je vais noter la matrice A et on va calculer son déterminant. Déjà, vous connaissez comment le déterminant fonctionne. On a le principe, l'avantage, ou du moins ici on a une matrice de taille 4. Donc, il faut d'abord faire tout le processus et tout le reste. Et pour une matrice de taille 4, on a l'avantage d'avoir les zéros ici. Et donc, on aura plutôt besoin de faire le truc. Donc, si je prends ça et ceci, donc je prends cette ligne-là. Et ça, on va avoir en fait déjà, ça va faire A plus B qu'on va avoir devant. Et il restera le déterminant de la matrice A plus B. AB, 0, 1, A plus B. Alors, il faut bien regarder. Hein. Je prends ça. 1 A plus B, AB, 0, 1, A plus B. Et le deuxième point, on va avoir cette matrice. Alors, n'oubliez pas le principe pour les matrices que je bats la première et donc ça me fait plus, moins, plus et moins. Bon, ça, c'est si on est en train de... Mais là, ce sont des zéros, donc ça ne va pas être considéré. Donc maintenant, j'ai moins AB en barrant cette deuxième ligne. Je vais utiliser une autre couleur, ça et ça. Donc, on restera avec 1, AB, 0, 0, A plus B, AB, et on va avoir 0, 1 et A plus B. Bon, maintenant qu'on a ce déterminant, il faut qu'on applique maintenant le principe pour calculer les déterminants d'ordre 2. Donc, j'aurai A plus B, déjà qu'on a là, je vais mettre les crochets. Je vais maintenant calculer le déterminant de cette matrice. Donc, on va avoir d'abord A plus B ici. Après, c'est le même principe qu'on a plus, moins et plus. Alors là, on a déjà 0, donc il est éliminé également. Donc, on a A plus B, facteur de ce deuxième matrice, donc A plus B, AB, et là tout simplement 1 et A plus B. Oui, le principe, c'est que vous pouvez également faire pareil. Là, on prend cette ligne. Deuxième point, on va prendre celui-là. Donc, on aura moins AB. Là, on va avoir tout simplement 1 AB et on va avoir 0 A plus B. Donc, ça, c'est pour le premier bloc. Maintenant, pour le second bloc, on a moins AB, donc je vais également mettre les crochets. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que si on applique le même principe là, je prends celui-là et là, donc on a plus. Alors, peut-être que cette couleur, ça ne va pas trop. Là, on a plus, moins et plus. Donc, je vais avoir tout simplement 1, matrice A plus B, AB, et la matrice 1, A plus B. Donc, là, c'est ce qu'on a. Maintenant, le deuxième point qu'on va avoir, on peut considérer, si vous voulez, hein, mais ce que vous allez remarquer, c'est que même si je considère cette matrice AB, si je considère ce point-là, j'aurai moins AB, j'aurai en fait 0 là, parce qu'on a déjà 2 zéros, donc j'aurai 0, après je vais avoir AB, et je vais avoir 0, je vais avoir A plus B. Donc, vous pouvez constater que, en fait, ceci sera déjà égal à 0. Donc, on va se rester vraiment qu'avec ce bloc qu'on voit ici. Et donc, en calculant ceci, vous pouvez maintenant assez rapidement calculer la matrice, le déterminant de la matrice d'ordre 2. Donc, il n'y a plus vraiment de problème pour vous. Mais ce que vous pouvez aussi remarquer, c'est que on a bien précisé qu'il faut simplifier. Donc, pour vous, il ne suffit pas juste de calculer la matrice, il faut en fait calculer la matrice et garder le nécessaire qui est à l'intérieur de chacune de ces matrices. Donc, commençons par ça. Si on garde le A plus B qu'on a ici à l'extérieur, et on entre là, on va avoir leur A plus B, facteur de A plus B élevé au carré, moins AB, et moins AB, là,
facteur de A plus B. Donc, vous voyez que celui-là, il va donner 0. Donc, ce bloc-là, il va être là. Donc, si je reprends ce bloc, je vais avoir A plus B élevé au carré, parce que j'aurai A plus B ici, facteur de A. Donc, il faut regarder facteur de A plus B au carré, qu'on a là, moins AB. Maintenant, si on continue dans la suite de ce qu'on a, on va avoir le A plus B, donc on aura, oh attention, on aura moins AB. Voilà. Et on peut aller sur le deuxième, on va avoir moins AB, facteur de, il y aura 1, donc facteur de A plus B au carré, moins AB. Donc, voilà techniquement ce qu'on a à coup sûr dans cette partie. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez bien, on a A plus B sur le premier bloc qui multiplie tout au carré. Et dans la parenthèse, on a A plus B moins AB élevé au carré. Mais on peut aussi remarquer que on a là, si on sort par exemple celui-là, on peut avoir exactement le même terme. Vous pouvez également choisir de dire que vous allez développer et tout ce que vous allez mettre en place et tout. Mais vous pouvez voir ici que si je sors celui-là de la parenthèse, alors là on avait A plus B élevé au carré et A plus, moins A plus B. Mais en multipliant celui-là, on avait A plus B moins... Ah oui, attention, il faut bien sûr que j'ai... Oui, donc là, ça, c'était 0. Donc, on a résolu le problème là-bas. Donc, on peut voir que... Oh, attention. Je pense que j'ai mal fait un calcul là. Donc, on avait A plus B en facteur. Donc, on a A plus B au carré. Ah non, ça, c'est très bon. Donc, ici, on aura A plus B élevé au carré, facteur de A plus B élevé au carré. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que celui-là, il va partir avec ça. Celui-là, il partira avec pas du tout. Ça va faire 2AB. Donc, maintenant, de l'autre côté, on va avoir moins AB, facteur de A plus B, élevé au carré, moins AB. Maintenant, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la meilleure façon? Parce que vous voyez qu'on peut aussi factoriser. Par exemple, on peut factoriser autrement pour se retrouver à avoir des termes beaucoup plus intéressants. Par exemple, là, on sera obligé de développer tout ceci. Oh, c'est compliqué de développer tout ça. Donc, ce qu'on peut choisir de faire, c'est de dire qu'en gardant exactement le terme qu'on avait ici, on pouvait avoir moins AB, facteur de A plus B élevé au carré. Et de l'autre côté, avoir tout simplement ce A plus B qu'on a là, au carré, moins AB, et factoriser ceci entre A, B, alors attention, A plus B au carré, moins AB. Ah oui, ça c'est ce que je factorise. Je prends ce terme-là, je prends ce terme, je prends celui que j'ai ici, et je prends le facteur commun. Bon, c'est un facteur commun, donc c'est ça que je mets là, et je prends celui qui est là, je mets ici, et je prends ce qui est ici. Donc celui-là, il reste juste multiplié par là. Donc, vous avez plusieurs façons de développer ceci pour que ça se passe plutôt très facilement. Je ne vais pas développer forcément ça avec vous. Mais le principe, c'était de vous montrer que, étant donné qu'à l'examen, vous avez le temps qui presse, il faut choisir la façon avec laquelle vous allez factoriser pour que ça vous rende la tâche vraiment simple dans la façon de faire, dans la façon de développer et tout le reste. Et donc là, vous voyez en fait qu'on se retrouve concrètement avec A plus B moins A moins B, tout ceci élevé au carré, il y a un carré ici. Donc, vous pouvez appliquer le principe que vous connaissez déjà, le principe de 2AB, ce que vous allez retrouver à un moment donné, ce terme-ci, ce qui vous facilite vraiment le calcul. Donc, voilà, c'est tout pour l'exercice 2. Je vous laisse faire le calcul par la suite. N'oubliez pas, je vous invite à mettre la réponse finale que vous avez trouvée en commentaire. Je vais venir voir si vous avez eu exactement ce qu'il faut avoir. Donc, maintenant, passons à l'exercice 2. L'exercice 2, on a ça. Pardon, l'exercice 3, on a ça pour un début et on a ça pour la suite. Alors, pour que ça marche bien, je vais devoir prendre cette partie de l'exercice-là pour aller coller en bas, parce que sinon, ça devient compliqué. Ok, donc, allons dans la suite. Ah, ok. Donc, la suite, c'est quoi? Si on considère les preuves
l'exercice de notre sujet. Copier. Dans l'exercice 2, on veut... Alors, c'est quand même très compliqué de coller à chaque moment. Donc. Pas très pratique. Hein? Donc, on va continuer avec l'exercice 2. Dans l'exercice 3, je n'arrête pas de... Dans l'exercice 3, on a une matrice qu'on cherche à trouver des choses avec cette matrice-là. Une fois de plus, celui-là, je pense que pour moi, c'est l'exercice qui prend vraiment énormément de temps, vu la façon avec laquelle la matrice est structurée. Et aussi, c'est uniquement sur 5 fois. Donc, pour la première question, on souhaite calculer le déterminant, où on veut déterminer plutôt le polynôme caractéristique, et à partir de là, déduire si la matrice, elle est, A est une matrice diagonalisable. Alors, je pense que mon truc n'a pas bien déterminé, donc c'était A diagonalisable. J'ai utilisé un logiciel pour pouvoir convertir l'épreuve et avoir un sujet beaucoup plus correct, donc on cherche à savoir si A est diagonalisable. Et maintenant, la méthode peut-être qu'on va utiliser, ce n'est peut-être pas la meilleure parce qu'on peut peut-être trouver autrement pour prouver ça. Mais bon, allons-y. Vous savez que pour trouver le polynôme caractéristique de la matrice, le polynôme, je vais dire que c'est un polynôme en fonction de lambda. Et ce polynôme est tout simplement égal à déterminant de, ça c'est la première question, de A, M moins lambda, I 3. I pour la matrice de taille 3. Donc, si on fait ça, nous fait tout simplement M moins lambda. Ça fait 1, 1. Ça fait 1, M moins lambda. Ça fait 1, 1, 1, M moins lambda. Alors, on a un déterminant de taille 3. Une fois de plus, on peut appliquer le principe où on a plus, moins et plus. Donc, pour notre déterminant, on va très vite avoir 3 déterminants d'ordre 2. Donc, on a M moins lambda. Je vais mettre la parenthèse. Je ne vais pas forcément entrer dans tous les détails parce que vous savez déjà calculer. Donc, ça fait M moins lambda élevé au carré parce que je bats ça et ça, celui-là et celui-là. Je vais multiplier ça. Donc, ça, moins 1 au carré moins 1. Je passe dans la deuxième point où je vais avoir moins 1. J'aurai moins 1, je vais multiplier ça fois ceci. Donc, ça fait M moins lambda et moins 1. Et je passe au dernier élément, ça fait plus tout simplement 1 moins M moins lambda. On peut mettre les parenthèses pour être plus pratique. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On factorise, on développe, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, ce qu'on peut regarder, c'est que si on garde M moins lambda sur le premier bloc, on peut aussi voir ici, comme on a M moins lambda moins 1, facteur de M moins lambda plus 1, parce que c'est bien l'identité remarquable. Et donc, j'aurai là moins M moins lambda moins 1 et plus moins M plus lambda plus 1. Donc, voilà ce qu'on obtient. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut factoriser à ce moment dans toutes les expressions qu'on a là? Donc, il faut observer ce qu'on peut factoriser. Regardez par exemple le premier cas, on peut bien avoir la possibilité, si on met moins là, si on met, ça devient M moins lambda moins 1. Donc, vous voyez avec moi qu'on peut mettre M, lui se retrouve là, il se retrouve là, il se retrouve là. Donc, on peut mettre égal à M lambda moins 1 en facteur. Et à partir de là, je peux regarder tous mes autres facteurs qui restent. Et de tous mes autres facteurs, j'ai le premier qui est M moins lambda, facteur de M moins lambda plus 1. Le deuxième, il me reste moins 1. Et le troisième aussi va être moins 1. Donc, si je développe correctement tout ce qui me reste ici, je tiens tout simplement M moins lambda moins 1, facteur de... On va développer tout, hein, je ne vais pas mettre à faire tout le développement avec vous parce que je sais que vous pouvez développer par vous-même. Mais il faut remarquer ce qu'on va avoir là. C'est que si on développe, je vais mettre très vite, après je vais vous donner la suite. Donc M carré moins M lambda plus M moins M lambda plus lambda carré moins lambda moins 2. Donc, ça nous fait M moins lambda moins 1 facteur de, on peut mettre lambda carré
et ce qui contient les lambdas. Donc, regardez, en fait, on a un gros bloc qui contient des lambdas, mais on peut retrouver aussi d'autres formes de choses, ce qui rend vraiment le calcul plutôt très intéressant. Donc, regardez, pour bien m'assurer que j'ai bien fait. Donc, ça fois ça, ça fait m au carré, ça fois ça, on a moins lambda, ça fois ça, on a, ah oui, m d'abord, et on a ça fois ça, moins lambda, ça fois ceci, plus lambda, et le dernier cas, on a moins lambda. Donc, on peut constater que si je mets plus lambda, par exemple, en facteur, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement moins de m. Et on va avoir quoi ici? Moins 1. Bon, on peut aussi mettre le moins en facteur, hein, ça c'est pareil. Plus maintenant, on va avoir plus m moins 2. Bon, voilà le calcul. Donc maintenant, si vous développez tout ça, factoriser, faire la division et tout le reste, vous allez tout simplement vous retrouver avec la forme m moins lambda moins 1, facteur de m moins lambda moins 1. Alors celui-là va vous donner ça. M moins lambda moins 1, facteur de m moins lambda plus 2. M moins lambda plus 2. Et donc, on va avoir au final m moins lambda moins 1 élevé au carré, facteur de m moins lambda plus 2. Donc, voilà ce qu'on obtient pour notre polynôme de la matrice A. Donc, de la matrice A qu'on a là. Maintenant, si on revient sur notre question d'après, on veut savoir si la matrice, on veut déduire si la matrice est diagonalisable. Bon, maintenant, je vais regarder les autres questions. La question, c'était quel est le polynôme minimal? Et la question plus haut, on veut savoir, montrer que la matrice, c'est ça et tout. Donc, ces questions ne concernent pas du tout. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement calculer les valeurs propres de la matrice. Et après avoir calculé, alors je pense que ça va un peu dans tous les sens. Donc, après avoir calculé les valeurs propres, je vais regarder les vecteurs propres associés à ces valeurs propres-là. Donc, disons les valeurs propres. On veut regarder si la matrice est diagonalisable. On voit déjà très vite que si on retrouve P de lambda égale à 0, on a tout simplement M égale à... On a les deux valeurs propres. La valeur propre M plus 1 et la valeur propre... alors, attention, oui. La valeur propre M moins 1. Alors, qu'est-ce que je dis? Ah oui, ça déjà, il faut savoir. M est diagonalisable d'abord si on trouve que les sous-espaces propres associés. Attention, il ne faut pas que je dise des bêtises. On a ça. Ah oui, attention, oui. Égal à 0, donc on a M moins lambda moins 1 qui est égal à 0. Ou M moins lambda plus 2 égale à 0. Ça veut tout simplement dire que lambda égale à M moins 1 et lambda égale à M plus 2. Donc, voilà les deux valeurs propres. Maintenant, on a une matrice de taille 3 et on a deux valeurs propres. Donc, la valeur propre double, c'est celle-ci là. Il suffit de regarder que le sous-espace propre, je vais l'appeler lambda 1 et lambda 2. Donc, il faut regarder que le sous-espace propre, la dimension du sous-espace propre de celui-là est à 2 et que la dimension du sous-espace propre de lambda 2 est égale à 1. Si on arrive à montrer ça, alors on a montré que... Donc, allons-y maintenant pour les sous-espaces propres. Donc, regardons les vecteurs propres. Pour les vecteurs propres, qu'est-ce qu'on a? On veut regarder que m fois x égale à m moins 1. Pour le premier cas, pour lambda 1, c'est comme m fois x égale à lambda 1 fois x. Donc, on a ça. On peut remplacer notre matrice gentiment, qui est la matrice M1, 1, 1, M1, 1, 1, M1, facteur de x. Notre x, on va dire que c'est le vecteur avec les coordonnées comme ça, égal à M-1 fois x, M-1 fois y, et M-1 fois z. Donc, pour résoudre ceci, on peut ramener chaque
Donc, on se retrouve avec ce système d'équations. On ne va pas forcément tout détailler, mais bon, je me dis, la première ligne, ça va. Donc, mx plus y plus z égale à m moins 1 fois x. Et de l'autre côté, on a x plus my plus z égale à m moins 1 y. Et on a x plus y plus mz égale à m moins 1 fois z. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez constater avec moi? C'est le fait que si je ramène ça de ce côté, on va avoir tout simplement les m qui vont partir. On va se retrouver avec x plus y plus z égale à 0, x plus y plus z égale à 0 et x plus y plus z égale à 0. Donc, on est d'accord sur le fait que on peut écrire tout simplement y égale à moins y moins z. Et donc, on peut former notre le sous-espace propre. Et à lambda 1, on va mettre M1 vu que lambda 1 c'est ça. C'est le vecteur de ce truc-là. Donc, moins y moins z, y et z. Avec bien évidemment y et z qui appartiennent à R. Donc, le sous-espace propre est tout simplement de ces deux vecteurs que vous voyez qu'on peut former là. Le premier vecteur, c'est moins 1 en 0. Et le deuxième vecteur, c'est moins 1, 0. Donc, on est d'accord que la dimension de ce sous-espace propre est égale à 2. Maintenant, si on part au sous-espace propre, si on veut trouver maintenant le sous-espace propre associé à notre deuxième valeur propre, qui est égale à m plus 2, on utilisera le même principe. Le principe, c'est qu'on va faire mx égale à m plus 2 fois x. Et ceci nous donne directement mx plus y plus z égale à m plus 2 fois x. Et là, x plus my z égale à m plus 2 fois y. Et x plus y z égale à m plus 2 fois z. Et ceci, résoudre et ça nous donne tout simplement, bon, on peut réduire, hein, c'est pas qu'on peut résoudre. Si on décide de faire la différence et tout, on se retrouve tout simplement avec 2x plus y plus z égale à 0, x moins 2y plus z égale à 0, x plus y moins 2z égale à 0. On peut résoudre cette équation progressivement, essayer de faire partie les termes multipliés, par exemple, la première ligne, la deuxième ligne, par exemple, par 2. Si on multiplie notre deuxième ligne par 2, on va se retrouver avec quelque chose comme ça, moins 2. Alors, bon, on ne va pas faire ça. Hein. Je garde moins 2x plus y plus z égale à 0. Si je multiplie la deuxième ligne par 2 et je vais faire la somme avec la première ligne, on va avoir tout simplement moins 3y et ça, plus 3z égale à 0. Donc, on a tout simplement y qui est égal à z. Maintenant, si je multiplie la dernière ligne aussi par 2, et on fait ça, on va tout simplement avoir sur la dernière ligne z, je multiplie là par x, on va y voir également y égale à z. Ah, attention. Hein. Donc, si je multiplie ma ligne que j'ai ici par 2, je vais avoir moins 4 y et moins 4, donc je vais faire la somme moins 3. Donc, maintenant, si je multiplie, ah oui, qu'est-ce que je veux faire partie? Si je multiplie cette ligne par 2, bon, on a déjà y égale à x, hein, y égale à z. Est-ce qu'on a encore vraiment besoin de faire partie ça? Et de l'autre côté, si je multiplie ma dernière ligne, bon, on va quand même faire ça. Si je multiplie ma dernière ligne par y, bon, ça fait pareil. Hein. Donc, on se retrouve avec x égale à y. Ouais, c'est ça. Donc, x égale à z. Donc, je vais faire moins 2, x plus 2y égale à z égale à 0. Donc, x aussi égale à y. Conclusion, x égale à y égale à z.
Oui, parce que j'utilise ma première ligne qui était déjà là comme ça. Donc, on a ça. Et si on fait ça, on a tout simplement le vecteur propre associé à m plus 2 qui va être le vecteur de un seul vecteur. Bon, on va prendre directement un 1. Et dont la dimension de ce vecteur, de cette sous-espace est égale à 1. Donc, on peut bien voir que la dimension de E1 et de E de la somme, ça va. D'où notre matrice AM est diagonalisable. Ok, très vite, passons à notre deuxième question. On veut le polynôme minimal. Polynôme minimal. Minimal de notre matrice AM. Donc, déjà, on a trouvé que notre polynôme caractéristique, on peut appeler donc P lambda de A était égal à lambda. On peut mettre comme ça, c'était M moins lambda moins 1 élevé au carré, facteur de M moins lambda plus 2. Voilà. Voilà ce qu'on avait trouvé pour notre polynôme. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut regarder pour notre polynôme? C'est qu'on a tout simplement donc la matrice. Bon, généralement, on dit que le polynôme minimal, on peut directement prendre pour notre matrice, prouver et faire des preuves. Oui, parce qu'il y a une façon de vérifier, de se dire qu'on a notre... quelque chose comme ça, donc notre polynôme minimal. Je discute souvent sur la façon de faire. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, ah oui, le polynôme minimal, il suffit directement de prendre la forme effet partie et laisser le carré qu'on a ici là pour obtenir le polynôme minimal. Mais après, c'est discutable de se dire que le polynôme minimal Px égale à... si je fais passer le moins devant tout, donc le moins il marche, donc lambda, moins m moins 1, facteur de... Bon, j'appelle x, je vais peut-être appeler x. Facteur de x moins m plus 2. Donc, ça, c'est le polynôme minimal. Mais quoi qu'on peut aussi vérifier d'une façon et de se dire que entre ce polynôme qu'on a, c'est lui qui va donner, est-ce que le polynôme minimal de A, donc laquelle c'est de cette matrice est nul, et ce n'est qu'en vérifiant, par exemple, la matrice AM moins m plus 2 et la matrice identité fois AM moins m moins 1 et multiplié par la matrice identité, donc entre ceci et ça, dont laquelle de ces deux matrices, donc on va appeler c'est une deuxième matrice, donc AM moins M2 fois la matrice identité fois AM, ah oui, n'oublions pas, ça c'est pas encore au carré, de l'autre côté on a le carré, fois AM moins M moins 1, celui-là, voilà, la matrice d'identité toujours élevée au carré. Donc, entre ça, laquelle de ces deux matrices est nulle. Donc, vous pouvez calculer aussi ça pour vérifier. Et c'est en calculant, vous allez en fait vous en rendre compte que c'est cette matrice qui est nulle. Et c'est ça qui vous détermine de faire le choix de ce polynôme. Donc, voilà, c'est le calcul que vous pouvez faire et arriver à la conclusion sur le fait que ça, c'est le polynôme minimal de notre matrice. Donc, passons par la suite de notre épreuve à la question 3. Dans la question 3, on veut vérifier que, donc on veut montrer que pour tout entier naturel non nul, on a tout simplement la matrice élevée à la puissance égale à n multiplié par a plus bn multiplié par i3. Donc, ça, c'est la forme qu'on est en train de chercher. Maintenant, si on considère en n et on veut faire la division euclidienne du polynôme,
Et alors, c'est à partir de là qu'on va retrouver, si vous vous rappelez ou si vous avez déjà pris le temps de regarder les autres anciens sujets, vous allez voir que cette forme d'exercice est revenue plusieurs fois. Je me souviens déjà que j'avais présenté ça, dont je vous invite à aller regarder même, je pense que c'est le sujet de 2021 même d'ailleurs. Je pense qu'il y avait déjà la forme de polynôme. Donc, si on considère le polynôme minimal de AN, le polynôme minimal de AM, donc ce polynôme-là, qu'on va utiliser le polynôme x puissance n, x puissance n, ce x puissance n, en fait, s'écrit sous la forme de A, avec Q qui est le quotient, bien évidemment, et Q qui est le quotient. Et, pardon, la division, oui, ça il faut le dire. Donc ça c'est le polynôme, ça c'est le polynôme quelconque et qu'on va faire avec le polynôme minimal de AM, on va l'appeler puis M. Voilà. Donc plus le reste de la division euclidienne, ce reste de la division euclidienne, bien évidemment le rang, le degré plutôt de ce polynôme, de ce reste, bien évidemment, le degré de ce polynôme est inférieur au degré du polynôme minimal de la matrice, bref, du truc. Donc, maintenant, si on regarde, étant donné que notre polynôme minimal, c'est celui qu'on avait déjà trouvé juste en haut, c'est tout simplement ce polynôme qui est x moins m plus 2, facteur de x moins, alors je dis x et j'écris m, x moins m moins 1. Donc, voilà, ça c'est le polynôme minimal qu'on a trouvé. Et maintenant, donné que le reste de la division euclidienne R n de x écrit sur la forme de ANX plus BN. Donc, étant donné que notre matrice, si on l'élève à la puissance n, elle va toujours avoir cette forme-là. Si on élève notre matrice AM à la puissance n, elle va également avoir la forme où on a son polynôme minimal de AM multiplié par le reste, par le quotient justement de la division euclidienne, plus le reste de la division euclidienne de AM. Mais il ne faut pas oublier que dans ce cas, on a tout simplement le polynôme minimal dans ce cas pour AM égale à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement voir que notre matrice élevée à la puissance n est tout simplement son reste d'ordre n. Et donc, son reste d'ordre n, c'est ANX plus BN. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Donc, voilà la forme qu'on a trouvée. Et ce qu'on était en train de chercher à démontrer. Ah oui, pardon, ça c'est M1, puisque ça c'est le reste. Et tout, donc voilà, on a répondu à la question où vous voulez démontrer que AM puissance n égale tout simplement à AN fois AM plus BN 3. Oui, parce que là, il faut regarder, je n'ai pas encore mis ici. Ici, on ne mettait pas X parce qu'on était en train de voir X tout simplement comme un élément. Donc, lorsqu'on commence à mettre la matrice, attention, il faut mettre le BN. Donc, ça, c'est déjà quand on parle de BN multiplié par la matrice identité de taille 3. Sinon, ça ne fait pas vraiment sens qu'on écrit. Pour la dernière question, comme vous le savez, il faut bien évidemment calculer les coefficients AN et BN. Donc, calculons AN et BN. Donc, on veut calculer AN et BN en fonction de N. Donc, comment on va faire pour calculer ces expressions? On a déjà trouvé la forme de notre polynôme, on a déjà montré la forme que AM puissance n ne peut prendre, et on a déjà trouvé notre polynôme. On revient à notre forme qu'on a rappelée plus bas, c'est xn qu'on écrit sous la forme de reste. Il ne faut pas l'oublier, donc c'est reste d'ordre n qui est aussi égal à
N fois la matrice AM plus Bn fois la matrice identité de taille 3. Ah oui, non, pardon, ça ce n'est pas pour le X. On va garder X, parce qu'on est en train d'écrire ici pour X, donc ça garde X. Donc ça c'est égal à N fois X plus Bn. Donc, étant donné qu'on connaît l'ensemble, on connaît l'élément ou l'ensemble où les X là sont situés dedans, et c'est ces X qu'on a trouvé qui sont les valeurs propres. Donc X c'est tout simplement M-1 et M2. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire? On peut écrire en utilisant cette forme que M plus 2 à la puissance N est égal à AN, M plus 2 plus Bn, et N moins 1 à la puissance N égale à AN facteur de N moins 1 plus Bn. Donc, vous voyez, gentiment, on se retrouve avec un système d'équations qu'on va résoudre posément, ce système d'équations-là. Et à partir de la résolution, on va tout simplement trouver AN et Bn. Donc, on peut rappeler ou on peut ramener dans chaque sens pour retrouver les formes correctement qu'on aime bien trouver. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est que Bn est tout simplement égal à M plus 2 à la puissance N moins AN facteur de M plus 2. Mais vous pouvez aussi choisir de résoudre en utilisant la substitution ou la combinaison, ce qui vous arrange. Peu importe ce que vous choisissez, normalement ça marche. C'est un système d'équation et il suffit de multiplier là par le même élément et ainsi de suite pour retrouver l'autre forme. Donc en calculant, vous retrouvez tout simplement AN qui est égal à 1 sur 3. Et là vous avez N plus 2 à la puissance N moins 1 à la puissance N et le Bn qui est tout simplement égal à N plus à la puissance N moins 1 sur 3, N plus 2 à la puissance N moins M moins 1, puissance N, et ici fois M plus 2. Donc voilà, vous avez la résolution et je vous invite vraiment, alors je sais que si on saute les étapes, vous allez peut-être vous dire que, ok, vous avez compris, vous pouvez choisir également de sauter les étapes. Mais vraiment, attention, parce qu'une fois qu'on vous êtes à l'examen, ça devient très problématique si vous n'êtes pas en train de résoudre assez rapidement pour passer à autre chose. Donc moi, je vous invite vraiment à faire attention à la façon avec laquelle vous choisissez de résoudre et autre chose. Donc, maintenant, si on passe au dernier exercice de notre sujet. Donc, le dernier exercice, alors si j'arrive à retrouver, et si on arrive à le faire, parce que ça commence à être un peu long le temps qu'on travaille là, et donc on va faire ça. Donc, pour notre dernier exercice, on a une fonction qu'on souhaite manipuler les choses dessus. Et cette fonction-là, voilà. Donc, on a ça. Ça, c'est le dernier exercice. Pour le dernier exercice, on a la fonction de x qui est ça. On veut montrer que la fonction est définie et continue et la limite est égale à ça. N'oubliez pas, lorsqu'on parle déjà de regarder la continuité et tout, vous vous rappelez qu'on parlait bien dans le cas des fonctions intégrables et tout. Donc, regardez bien la forme de l'exercice. Je dis toujours que quand vous êtes sur un sujet, quand vous avez une épreuve, quand vous prenez le sujet, essayez d'imaginer et de vous focaliser déjà dans quelle partie de votre cours l'épreuve se trouve. Est-ce qu'on est dans un cours de terminale? Est-ce qu'on est dans un cours de première année? Est-ce qu'on est même, une fois qu'on est dans un cours de première année, est-ce qu'on est dans un cours de mesure? Est-ce qu'on est dans un cours de système dynamique? Est-ce qu'on est dans un cours de, que ce soit même dit, aller spécifier même équations différentielles, les espaces vectoriels? Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Donc, lorsqu'on a ceci, on pense déjà au chapitre de la théorie d'intégration et de dire que, OK, on veut montrer que la fonction est définie et continue sur cet intervalle, mais on veut également regarder si cette fonction est dérivable et à la suite, calculer l'intégrale de cette fonction. Et de ce qu'on va faire ici, là. Donc, si on considère une petite fonction, bon, je dis une petite fonction, si on considère maintenant donc 4, si on considère la fonction f de x, donc petit f de x,
qui est tout simplement égal à f de xt. Oui, parce que du coup, ça prend une variable de xt qui est égale à la fonction qu'on retrouve dans la parenthèse. Donc, x facteur de là, carré, divisé tout simplement par 1 plus au carré. Donc ça, c'est la fonction qu'on a. Donc, vous savez que pour vérifier que la question qu'on a dit, pour montrer que f est bien définie et continue sur l'intervalle, il faut montrer justement que cette fonction qu'on a là, la fonction petit f qu'on a considérée, elle est intégrable, parce que si cette fonction est intégrable, ça veut tout simplement dire que cette intégrale est bien définie. Donc, on va montrer que la fonction est intégrable et on va arriver à conclure. Donc, elle est continue et positive sur R. Ça, c'est clair. Donc, la fonction si là qu'on voit là, si vous voyez ça, pour répondre à la première question, cette fonction qu'on vient de considérer, x est continue et dérivable, est continue et positive sur R. Donc, voilà, on a la forme de la fonction. Donc, on peut bien voir qu'elle est continue et positive. Maintenant, est-ce qu'elle est intégrable? Elle est intégrable pourquoi? Mais dans quelles conditions elle va être intégrable? Si vous regardez, on peut bien majorer cette fonction comme ceci. On peut voir que f est situé dans cet intervalle. Mais attention, si on arrive à faire cette majoration, c'est seulement que le x est positif. Parce que si le x n'est pas positif, le exponentiel qu'on a ici, on ne peut pas majorer de la façon dont on a mis là. De dire que cette fonction-là ou ce numérateur-là est tout simplement inférieur à 1. Donc, pour arriver à conclure ça, on doit majorer comme ceci. Et donc, par conséquent, la fonction qu'on a là est tout simplement intégrable. Intégrable, mais elle est intégrable si x est supérieur à 1. Maintenant, si x n'est pas supérieur, pardon, si x est supérieur ou égal à 0, mais vous voyez que si x est plutôt strictement inférieur à 0, si x est strictement, ceci-là, ça va à l'infini en fait. Ça va tendre vers plus l'infini lorsqu'on va aller vers plus l'infini, et donc à ce moment-là, pas intégrable, la fonction ne sera pas intégrable. Mais ça tombe bien. Nous, notre fonction, on regarde si elle est bien définie dans l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, on peut répondre bien posément en disant que la fonction f qu'on était en train de chercher est définie sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Voilà, donc il faut bien garder en tête ce que nous, on veut montrer. Maintenant, on va regarder la continuité de la fonction. On a regardé qu'elle était bien définie, on va regarder la continuité de la fonction. Maintenant, si on définit la fonction qu'on a considérée, dont la fonction que nous avons considérée, c'est une fonction qui a tout x dt, on associe. Ça, je vous invite vraiment à aller retourner dans votre cours sur la théorie d'intégration, si vous ne rappelez pas de pourquoi est-ce qu'on choisit de montrer telle condition et telle autre condition. Ça, ce sont les étapes qui sont bien définies dans le cours. Et je ne vais pas forcément rappeler tout le cours ici avant de détailler. Donc, je vous invite à retourner dans le cours. Vous allez voir tous les détails. Donc, la fonction qui a ici s'associe ce qu'on a considéré. Donc, exponentielle de moins x facteur de 1 plus t au carré divisé par 1 plus t au carré. Donc, on sait que pour vérifier que cette fonction est, que cette fonction, pour vérifier, pardon, qu'elle est continue, on doit vérifier que si on fixe x, la fonction est intégrable, si on fixe t, la fonction, non, si on fixe t, la fonction est intégrable, si on fixe x, la fonction est continue. Bon, alors, j'utilise les mots, c'est pas très bon. Donc, c'est qu'il faut, en dernier point, montrer que cette fonction, elle est bornée. Bon, c'est déjà relativement ce qu'on a fait un peu à la première question, à la première, l'étape 1 qu'on a donnée là. Donc, commençons par le premier point. Pour le premier point, pour tout x supérieur ou égal à 0, on fixe t, là. Cette fonction-ci est intégrable. Oui, elle est intégrable. Maintenant, si on prend plutôt pour tout t supérieur ou égal à 0, et on fixe comme ça, t. Celle-là, elle est continue.
Et on peut majorer. Bon, ça, c'est ce qu'on a déjà dit. Mais on peut majorer pour tout le monde. On peut majorer pour X et... Donc, pour tout X et T, on peut majorer. Bon, c'est ce qu'on a déjà dit. Cette fonction, elle est positive. En plus, on a dit que pour les X qui étaient dans cette zone-là, les X qui étaient supérieurs, on pouvait majorer en divisé par 1 plus T au carré. Donc, on a montré que la fonction est intégrable pour le T fixé, elle est continue pour le X fixé, et maintenant, elle est bornée. Conclusion, grand F, qui est l'intégrale de cette fonction, est continue. Quand F est tout simplement continu sur R puisqu'on est en train de donner. Et maintenant, comme elle est continue, en utilisant le théorème de la convergence dominée, on va avoir tout simplement la limite de grand F. Donc, on va dire la convergence dominée. Convergence dominée. Alors, on va avoir la limite de f de x, x tend vers plus infini, qui va être égal à l'intégrale. On peut faire entrer la limite dans l'intégrale si on a vérifié que la fonction était bien continue. Le théorème de la convergence dominée nous permet de faire ça. Xt quand x tend vers plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on arrive à montrer là, que notre x vérifie cette propriété-là. Donc, x tend vers plus l'infini de t. Et on voit bien que cette limite nous donne quoi? Bah, ça donne 0. T. OK. Maintenant, si on passe à la deuxième question. Ouais, on passe à... Oui, ça c'est à dt. Donc, il faut regarder pour la propriété. On fait calculer la limite. Si on fait tendre la limite vers l'autre, on remplace le numérateur là où il y a x. Et on retrouve tout simplement 0. Donc, si on passe dans la suite, la deuxième question, on veut... Voilà, pour la deuxième question, on veut montrer que f est dérivable et déterminer sa dérivée. Une fois de plus, rappelez-vous des définitions ou de la forme qu'on souhaite trouver là-bas, parce que c'est vraiment important. Et ça, c'est quelque chose que je dis, quand vous n'avez pas les propriétés dans ce cours, ça peut rendre les choses complexes. Donc, je vous invite à aller, en même temps, vous pouvez retrouver juste la théorie d'intégration. Vous allez télécharger une file qui vous fait résumé de la théorie d'intégration. Vous allez tout retrouver à l'intérieur. Donc, passons à cette deuxième question. Donc, on a la fonction qu'on a là. Si on veut faire la dérivée de notre fonction par rapport à x, la fonction, si on considère cette fonction par rapport à x, qui a x de t, on associe ça là. On avait déjà la fonction qu'on avait considérée, et si on veut dériver, ça fait tout simplement de moins x facteur de 1 plus t au carré divisé par 1 plus t au carré. Donc ça, c'est la fonction qu'on avait considérée. On peut voir que pour les x strictement supérieurs à 0 ici, donc pour le premier point, pour x à 0, on voit que quoi? Que la dérivée de f par rapport à x est intégrable. Bon, une fois de plus. Et vous voyez, on peut regarder les mêmes propriétés qu'on avait plus haut sur la conclusion sur le fait que ceci est intégrable. On a bien le moins, mais c'est exactement proche de la fonction qu'on avait déjà tout à l'heure, et donc on peut vérifier. Ah oui, pardon, ça, ce n'est pas, il n'y a pas de division parce qu'on dérive et ça devient ça. Attention. Oui, il n'y a pas de fraction, c'est la dérivée de la fonction qu'on fait. Quand on dérive cette fonction, n'oubliez pas, ça fait moins 1 plus t au carré divisé par 1 plus t au carré multiplié par exponentielle de x. Donc, il n'y a plus de dénominateur. Donc, voilà ça. Cette fonction, elle est intégrable pour les x strictement supérieurs, ou supérieurs même égal à 0. Et donc, maintenant, dans l'autre point, qu'est-ce qu'on regarde? Ah oui. Oui, supérieur ou égal à 0. Maintenant, le deuxième point. Si on regarde, attention, si je regarde bien, dans la question, c'est strictement supérieur à 0. Donc, il faut que je... Voilà, on peut regarder pour sa dérivée strictement supérieure à 0. Maintenant, pour tout t, que je prends supérieur ou égal à 0, la dérivée, c'était par rapport à quand on a fait fixer t. Donc,
va faire tout simplement x et je mets point. Maintenant, je fais la dérivée de f par rapport à t, par rapport à x toujours, et je fixe. Ceci est continu, donc cette fonction est continue. Et pour la majoration, on peut faire également la majoration de notre fonction qu'on a dérivée. Mais pour cette majoration, qu'est-ce qu'on fait? Pour tout a supérieur à 0 et pour tout x. Et là, selon dans l'intervalle, on ferme A, parce que c'est ça qu'on arrive à démontrer facilement. Et on prend x dans C, on prend dans R plus. Bon, on prend T dans R plus. On peut faire ça. C'est pas R plus égal, tout simplement R plus. Donc, si on met f de x pardon, à 0 dans ce domaine, on va avoir plutôt exponentielle de moins a facteur de 1 carré divisé par 1 plus t au carré. Voilà. Donc, on voit bien que la majoration encore est possible dans ce cas, même quand on a réduit notre intervalle. Et donc, par conséquent, f est donc sur l'intervalle a plus l'infini, donc sur 0 ouvert maintenant à plus l'infini. Et on peut dériver la fonction et sa dérivée. Une fois de plus, on va faire entrer cette dérivée dans l'intégrale. Donc, f' de x va être tout simplement égal à moins l'intégrale de 0 à plus l'infini, ce qu'on a trouvé, moins x facteur de 1 plus t fois dt. Donc, voilà, on a notre dérivée. Maintenant, la dernière question, on veut tout simplement regarder. Bon, je vais remonter un peu plus haut pour regarder la dernière question cette fois, mais ça, c'est assez compliqué de tourner. Donc, en intégrant f' sur 0 à plus l'infini. Donc, je vous disais que mon logiciel qui transforme, ça fait un peu des erreurs bizarres. Donc, ça, c'est plus l'infini. Montrer que l'intégrale de exponentielle de moins t carré est égale à racine de pi sur 2. Donc, ça, c'est ce qu'on va montrer en intégrant f'. Donc, nous, on a trouvé f' était égal à ça. Donc, si on calculait déjà f' était ça, et si on faisait déjà son intégrale, qu'est-ce qu'on peut trouver? Si on fait déjà l'intégrale, bon, regardons voir. On a la multiplication, donc f' de x peut être égal à moins exponentielle de moins x. Ah oui, on peut faire sortir ceci, l'intégrale de 0 à plus l'infini, de exponentielle de moins x t au carré fois dt. Donc, voilà ce qu'on a. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire si on fait un changement de variable? Parce que nous, on veut calculer cette intégrale. Et donc, comment on fait? Si on veut retrouver cette intégrale, comment on gère ça? Je reviens dessus pour bien être sûr que je me souviens de ce qu'on veut montrer. Ok, on veut montrer que ceci est égal à racine de pi sur 2. Ah, en intégrant f'. Donc, on va vraiment calculer toute l'expression de f'. Donc, si on intègre l'expression de f'. Donc, ici, pour calculer cette intégrale, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, on peut faire le changement de variable. Quel changement de variable on va faire là pour que l'intégrale marche? J'essaie de voir l'intégrale qu'on peut. Donc, si on pose... ah oui, étant donné que c'est élevé au carré, donc si on pose u égale à t racine de x, donc on a u au carré qui va nous donner t au carré, par exemple, fois x. Ok, donc en faisant la dérivée et tout le reste, et si on fait notre changement de variable, ça veut dire que t est tout simplement égal à u divisé par
racine de x. Ok, donc notre intégrale, qu'est-ce que ça devient? Donc si on fait la dérivée de t, ça fait donc la dérivée de u divisé par racine de x. Ok, donc on a ça. Et donc on peut faire sortir. Maintenant, pour les bornes de l'intervalle, il ne change pas. Donc je peux faire sortir ceci. J'aurai donc mon exponentiel de mon x divisé par racine de x. J'aurai l'intégrale de 0 à plus l'infini. Mais là, j'aurai plutôt exponentiel de moins u au carré et multiplié par du. Donc on continue notre calcul. Donc, maintenant, pour cette intégrale, n'oubliez pas, c'est ce qu'on est en train de chercher. C'est la forme de l'intégrale qu'on cherche à trouver. Donc, on va l'appeler tout simplement i. Donc, on va avec moi, exponentielle de moins x divisé par racine de x fois i, multiplié par f de x. Alors, bon, continuons pour le calcul. Si on a f qui est la dérivée, qu'est-ce que ça signifie? Donc, ça, c'est f' qui est donné par ça. Et maintenant, n'oublions pas ce qu'on avait dans le cas de f. La forme de f qu'on avait dès le départ, comment f était défini et tout. Et si on veut intégrer la fonction, parce qu'on a dit, j'oublie encore la question, mais il faut que je revoie. Donc, on a dit qu'il fallait calculer. J'aurais dû remettre ça en bas. Je pense qu'on prend beaucoup de temps. Donc, on veut, en intégrant f', et retrouver la fonction f qu'on avait au départ en intégrant f'. On connaissait déjà la limite de f. Si on reprend la forme qu'on avait au départ, si on intègre, oui, quoique si on fait ça, ça peut être intéressant. Donc, si on intègre notre f, vu qu'on a la dérivée, ça fait l'intégrale. En intégrant ceci, ça fait tout simplement fx qui est égal à l'intégrale. Bon, je vais sortir ça. Et l'intégrale, on a le moins. L'intégrale de x à plus l'infini de exponentielle de t divisé par racine de t fois dt plus a. Donc, plus c'est la constante a. Maintenant, on a dit que la limite de la fonction qu'on calculait, on a dit que la limite de f de x, quand x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini était égal à 0. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement arriver avec... oui, attention, il ne faut pas que j'arrive à dire ça. Donc, on a la limite d'abord de f qui était égale à 0. Maintenant, comment on fait de cette limite? Parce que c'est ça. Je pense que je suis un peu perdue sur ce que je dois utiliser ici à la fin. Est-ce qu'on utilise ça, même si on a ça égal à 0, bref, j'écris d'abord ce qu'on utilise. On va avoir tout simplement 0 qui va être égal à moins i fois la limite quand x tend vers l'infini de l'intégrale de x à plus l'infini de l'exponentielle de moins t divisé par racine de t d a. Alors, par contre, maintenant, si cette limite est égale à 0, est-ce qu'on arrive à conclure? Parce que si cette limite est égale à 0, oui, mais on ne va pas regarder la limite parce qu'on veut calculer, mais pas utiliser la limite. Donc, si cette limite est égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Quoique, si on utilise la continuité de f en 0 et on fait la majoration de ceci-là. Oui, parce que si on fait cette limite en plus l'infini, en fait, ça donnera 0, quoi. Ceci va donner 0 parce que ça va être la limite de plus l'infini en plus l'infini. Donc, ce terme va donner 0, mais par contre, on sait qu'on peut majorer notre terme qu'on a là. Donc, on peut bien majorer la fonction là. Mais par contre, si on cherche une autre façon de calculer, si on calcule f de 0,
ça nous donne moins i. L'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle de moins divisé par racine de t dt. Donc, on peut faire ça. Maintenant, on avait déjà f de 0 dès le départ parce qu'on connaissait un peu... Alors, f de 0 dès le départ, on a la fonction, si on calcule f de 0 avec la forme de f de départ, ça fait l'intégrale de 0 à plus l'infini de 1 divisé par 1 plus t au carré. Et ceci, on peut calculer en utilisant la formule de arc tangente. Ici, ça fait tout simplement limite de arc tangente de S, limite de arc tangente, donc je mets dt, limite de arc tangente de... On va faire quoi? Limite de arc tangente de t, quand on est plus l'infini, moins arc tangente de 0. Alors, c'est ici, de tout ça, on peut déjà calculer, donc on sait que f de 0 est égal à i sur 2. Maintenant, comment on voit ça? Alors, j'ai quand même un souci avec mon terme qui reste et le fait que j'ai un moins. Donc là, je trouve i sur 2 égale à moins i, l'intégrale de 0 à plus l'infini, intégrale de moins t divisé par dt, dt plus a. Donc, comment je fais maintenant et comment je vois ce que nous donne cette intégrale? Je pense qu'il y a quelque chose que je loupe ici sur le fait qu'on peut transformer. Ah oui, n'oublions pas, je pense que ça, de toutes les façons, cette intégrale peut encore se transformer en... qu'on appelle ça? L'intégrale peut encore... Ah, mais attention, c'est ça que je n'ai pas bien fait. Donc, c'est plutôt A qui nous donnait non. Ça faisait F0 moins A. Donc, on n'a pas vraiment trouvé A. Si on faisait l'intégrale, si on fait f de 0, on trouve que a est égal à f de 0 moins ceci. Mais ça ne nous permet pas, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que je manque ici à la fin pour compléter la suite, parce que ça permet pertinemment qu'on voit i en fait. C'est si on refait le changement de variable qu'on a fait tout à l'heure, on peut encore retrouver i avec ceci. Donc, on est en train d'avoir i au carré plus a. Bah, si on a moins i au carré plus a, bah, il y a quelque chose qui manque. Déjà, premièrement, on est censé avoir, si on va retrouver le résultat qu'on cherche, on va avoir i au carré pi sur 2 et non le contraire que moi je suis en train de trouver là. Donc, pour récapituler, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû louper en calculant ce dernier point et je ne vois pas exactement à quel niveau j'ai loupé ça. Donc, je vais remonter pour voir. Donc, est-ce au niveau de ce changement que j'ai dû louper quelque chose? Parce que on voit bien. Donc, déjà, il faudrait que mon a arrive à me donner 0. Lorsqu'on a fait la dérivée de la fonction, ça fait bien moins x et tout le reste. Donc, on a le moins. Donc, j'ai pertinemment... Bon, je remonte. Hein. Donc, quand je fais la dérivée, j'ai bien moins. Le moins parce que la fonction qu'on a au départ, c'est tout simplement f de x égale exponentielle de moins t. Donc, j'ai bien le moins quand je dérive. Maintenant, quand je majeure ici, quand je prends la dérivée ils entrent. Donc, on aura le moins. Donc, le moins, il est bien là. Maintenant, quand je fais intégrer ceci, ah oui, quoi que ça va. Oui, pardon, quand je fais, je retrouve que f' c'est ça. Maintenant, quand j'applique l'intégrale, j'ai la constante a qu'on a là. Maintenant, pour trouver cette constante, est-ce que cette constante est égale à 0? Ou si je remplace x par 0, je retrouve i ici, mais je ne retrouve pas la constante, moi. Comment est-ce qu'on fait alors pour retrouver cette constante? Donc, je pense qu'il y a un changement là-bas que je n'ai pas très bien fait, que je pense que soit je me pose pour recalculer, je ne vais pas reprendre, je ne vais pas repasser tout. On est déjà à 1h04, c'est énorme. Je pense que c'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue.
sur la chaîne YouTube. Mais je pense que il faut tout simplement majorer et trouver le A. Ah, mais oui, A est égal à 0 parce que si je calcule la limite de f de x, ça nous donne 0, donc A donne 0. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Si je fais ce changement, A est égal à 0. Bon, si A donne 0, décidément, il y a un problème dans mon changement. Oui, parce que si je fais la limite, celui-là donne 0. La limite quand x tend vers plus l'infini, celui-là donne 0. Et il me restera A. Donc, A est égal à 0. Ah non, ça, c'est bon. On a le A qui donne 0. Maintenant, la continuité de f nous permet quand même de calculer f0. Et en calculant le f0, on retrouve ce que j'ai là. Mais pourquoi je le retrouve avec moins? Bon, voyons voir. Est-ce que pour le changement de variable qu'on fait ici, il n'y a pas un moins qui réapparaît? Bon, faisons le changement de variable. Peut-être au niveau de là, on va voir quelque chose apparaître. Si je pose racine de t. Ah merde, je pense que j'ai perdu complètement ma page. Alors, on est remonté très très haut. Ah, je pense que je vois là où il faut trouver. Bon, je ne sais pas. Je pense que j'ai perdu l'endroit où on a les autres parties. Oh oui, ça va nous faire aller vraiment très bas. C'est compliqué ça. Ok, je pense que je vois là où on peut retrouver. Bon, maintenant, donc, on y va. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un changement de variable. Et ce changement de variable, je vais poser là. On veut avoir u au carré. Donc, si je pose t égale racine de u, on voit bien que... Non, si je pose plutôt u égale à racine de t. Parce que là, ça, dans ce sens, ça ne marche pas. Si je pose u égale à racine de t, on voit bien que u égale à t. Donc, celui-là, il revient là. Maintenant, ça veut tout simplement dire que la dérivée, parce que là, on a dérivée de t, donc la dérivée de t est tout simplement égale à... On va faire là. Ça va faire tout simplement... Ah oui, la dérivée de t... Oui, 2 fois la dérivée de u. 2 fois u fois la dérivée de u. Voilà. 2 fois u fois la dérivée de u. Maintenant, vu qu'on est en train de chercher à remplacer notre dérivée de u dans l'expression et qu'on avait déjà racine de t qui est égale à u, donc on peut dire que ceci, ça fait tout simplement 2 racine de t fois du. Donc, notre 1 sur racine de t est alors donc dt divisé par racine de t est tout simplement égal à 2 du. Alors, décidément, je pense qu'il y a des choses qui s'ajoutent que je n'ai pas du tout. Hein. Donc, commençons par voir. Qu'est-ce que, donc, arc tangente. Bon, voyons voir. J'espère que je n'ai pas mal calculé une fois de plus quelque chose. On veut montrer que ça donne racine de 2 sur 2. C'est bien ça. Hein? Oui, c'est bien racine de 2 sur 2 et c'est exponentielle de moins t au carré. Alors bon, les amis, je pense que je vais essayer de rajouter ça, mais je pense que ça ne complète pas, ça ne résout pas complètement mon problème. Donc là, je dis que celui-là, il donne 0 et je me retrouve avec ça. Mais si je transforme complètement, je remplace le dt sur ça fois 2 de du. Je vais arriver à avoir... Pourquoi j'ai 2? Et si j'ai 2, ça ne résout pas mon problème. Sauf si j'ai encore perdu en 2. Bon, je ne sais pas ce que je calcule finalement ici à la fin. Peut-être après avoir passé 1 heure de temps à calculer toutes ces choses, je suis un peu confuse dans ce que je calcule. Ou j'ai un 2 que je n'ai pas capté quelque part.
dérivée de racine de t. Donc, dérivée de t. Donc, si je remplace dérivée de t par 2 racines de t fois du. Bon, c'est ça, hein. Donc, si on remplace, donc, on est déjà 0. Donc, si je remplace là, en fait, je vais avoir... Oui, bien, il faut d'abord clair. Je vais avoir l'intégrale de 0 à plus l'infini. Je vais avoir exponentiellement u au carré. Je vais avoir 2. Je vais avoir... Alors, j'espère que la racine était peut-être au numérateur, hein. Peut-être si la racine était au numérateur, moi, ça me ravit parfaitement. Mais si la racine n'était pas au numérateur, non, pas du tout. La racine était sur l'ensemble de l'expression. Donc, 2 fois du. Bon, ok, je pense que déjà vous avez la solution de toutes les preuves, donc normalement vous pouvez calculer. Je pense qu'il y a quelque chose que j'ai dû faire juste avant qui a posé problème et qu'on ne retrouve pas le résultat. Si vous avez bien écouté les preuves, si vous avez bien écouté la vidéo jusqu'à la fin, vous allez me dire comment on fait cette suite. Alors je vous laisse me donner en commentaire, faire la remarque là où j'ai commis l'erreur pour ne pas retrouver ce résultat à la fin. Mais gardez en tête, on est censé retrouver un i carré là, pour que ça nous donne pi sur 2. Donc, dites-moi en commentaire où est-ce que j'ai commis l'erreur pour que ça ne marche pas. Et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On se retrouve très bientôt.